bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour Claude. Une nouvelle émission. Comme toujours. Comme toujours. Nous allons parler cybersécurité. Absolument, cyberespace, il y a beaucoup de choses. Il y a la cybersécurité, mais il y a beaucoup d'autres choses. Cyberdéfense peut-être aussi. Entre autres. Alors peut-être qu'à l'époque, quand j'étais jeune lieutenant, moi on peut parler de guerre électronique. Est-ce que je suis l'ancêtre de la cyber? Ou bien on posera la question à votre invité, voilà, exactement. qui est un expert en la matière. Et je vous laisse développer alors cet univers récent, mais tellement essentiel. Oh oui. Oui, aujourd'hui, pour parler de l'environnement cyber dans lequel nous sommes et de ce qui s'y passe, on a invité le vice-amiral d'escadre Arnaud Coustillère, qui a une caractéristique. Aujourd'hui, c'est le patron du pôle d'excellence cyber, donc c'est vraiment un expert. Mais avant, c'était le patron de la cyberdéfense. Or, en France, quand vous regardez l'histoire de la cyber, l'évolution qui s'est passée, on voit que c'est l'armée qui a pris le problème en main et a essayé de s'y intéresser sérieusement. Merci d'avoir accepté de venir. Pour aller directement dans le vif du sujet, quand on se retrouve, un marin éminent se retrouve nommé à la cyberdéfense, comment on prend le problème? Comment on avance là-dessus? Merci Alain, merci de votre invitation. On essaie de le prendre par le bon bout, avec beaucoup de modestie. Mais c'est amusant parce que moi je viens du cœur de métier du ministère des Armées. Je suis avant tout un marin, j'ai navigué une quinzaine d'années et j'ai commandé plusieurs bateaux. Et j'ai une dominante qui est une dominante télécom, qui est devenue ensuite une dominante service de renseignement et une dominante traitement de l'information. Et plus je vieillissais, moi je naviguais, plus je me suis spécialisé dans le numérique, avec deux facettes. J'ai été directeur des systèmes d'information de la marine, donc le côté positif du numérique, et j'ai fini ma carrière comme directeur général du numérique du ministère des Armées, donc tout l'accompagnement de la transformation numérique, la gestion des données. Et en 2008, de prendre le sujet de la cyberdéfense, de voir mes chefs qui m'ont fait confiance, qui m'ont confié ce projet, et de monter la cyberdéfense du ministère des Armées. J'ai quasiment quand même passé 9 ans quasiment sur ce sujet qu'on a pu bâtir pas à pas ce qui a été ensuite le ComCyber à partir du moment où le périmètre a été cohérent sur l'ensemble de l'espace numérique. Et à l'orée des années 2000, j'ai bien vu une espèce d'événements manqués autour de la création de la cyber. Parce qu'il y avait pas mal de corporatisme, parce que les armées n'étaient pas mûres dans leur vision de l'offensif. Et quand j'ai repris le sujet en 2008, j'avais quand même un espèce de background. J'étais pas vierge sur le sujet. Et mon mandat était assez clair. C'était une phrase dans le livre blanc qui disait « Le chef d'état-major des armées déploiera une capacité cyber offensive en appui des opérations militaires et dans le respect du droit international ». Donc c'est un peu cette histoire que je raconte dans mon livre qui s'appelle « Soldats de la cyberguerre ». Donc là, on est bien dans le cadre du militaire en uniforme, donc sous les ordres du chef d'état-major des armées. Et c'est cette capacité-là que j'ai commandée, que j'ai construite. Et de l'autre côté, cyberguerre, ça donne le cadre juridique du droit des conflits armés, du droit international humanitaire et bien sûr du code pénal. Donc voilà, c'est cette histoire que je raconte, même si le droit de la guerre aujourd'hui, on le voit partout, est bafoué, et encore plus bafoué qu'avant, c'est très très clair. Et les conflits sont de moins en moins conformes à tout ce droit international humanitaire et du droit des conflits qui était venu de la guerre de 14 en disant plus jamais il y a tel type de massacre. Donc là, le point de départ, l'ADN de natif de la capacité qu'on a créée, c'est l'offensif. L'offensif, ça suppose un lien très fort avec un certain nombre de services de renseignement. Donc c'est quelque chose qui, par nature, est assez secret. Et ensuite, on a mis par-dessus le volet défensif dès 2011, qui permettait d'avoir une capacité dans laquelle on attaquait et on se défendait, donc au moins intellectuellement, si on n'avait pas encore eu les suffisamment. Et puis après, on est arrivé en 2012, 2013, c'était le lancement des opérations Serval
au Mali, avec Oui. l'arrêt d'une colonne de djihadistes ou de Il terroristes descendait sur qui Bamako. défendaient sur Bamako, qui était arrêté par une opération assez osée des hélicoptéristes. Et à partir de ce moment-là, on était engagé sur les réseaux sociaux par un certain nombre de terrorisme islamique. Et donc, du coup, on a développé en réponse une capacité de lutte informationnelle et qui nous a permis d'avoir un noyau ensuite, quand on a vu se déployer à partir de 2014 la propagande de Daesh en français. Elle existait déjà en anglais bien avant, mais en français. Et puis après, 2015, ça nous amène à la menace interne et des attentats, avec des conséquences de prise de contact le terrorisme de grande ampleur sur notre territoire, donc une menace interne. Et puis, face à cette menace interne, disons que les experts de la sécurité des systèmes d'information traditionnels au sein du ministère des Armées devaient un peu changer de posture, donc ils sont passés en 15 jours sous mon commandement. Donc à ce moment-là, nous avions une capacité offensive, défensive, lutte informationnelle, ensemble de toutes les mesures de vigilance dans l'espace numérique, donc on était mûrs pour créer un vrai commandement du combat dans l'espace numérique, qui est devenu le ComCyber. Est-ce que c'est une arme au même titre que l'armée de terre, l'armée de l'air Pas la force des choses. Oui. Ma réponse est à la fois oui et non. C'est un espace de combat, ça c'est très certainement. Derrière le mot espace, ça veut dire que c'est quelque chose qui a sa propre dynamique. L'espace maritime, il y a des forces particulières, les corvettes, on connaît les grands fonds sous-marins, ils sont mal cartographiés. Il y a des géométries, il y a des souverainetés à géométrie variable. Dès que vous éloignez des côtes, moins l'État est souverain pour avoir des zones de biens communs et ainsi de suite. Donc ça, on le retrouve dans l'espace numérique. Donc, il a sa propre dynamique. On voit bien avec les GAFA qui poussent, on voit l'IA qui arrive. Il y a une dynamique qui échappe un peu aux États. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un espace. Mais cet espace, il est présent partout où il y a de l'informatique. Et de l'informatique aujourd'hui, vous en avez dans tous les systèmes de combat, tous les véhicules, n'importe lequel, y compris au niveau du fantassin. Vous avez de l'électronique, vous avez de l'optronique, il est connecté, voilà. Donc c'est très compliqué d'arracher ce morceau d'espace, puisque ceux qui demandent le plus d'investissement, qui est le plus compliqué, c'est le défensif. L'offensive, vous pouvez raccorder ça un peu à des opérations type force spéciale. Mais ce qui est le plus compliqué, c'est le défensif. Et plus votre armée est grosse, plus le nombre de vos systèmes à défendre est important, et plus c'est compliqué. Donc c'est très compliqué à sortir des armées. Donc pour moi, il y a un ComCyber qui est à la tête d'une chaîne, mais qui a des ramifications au sein des armées qui doivent rester au cœur de chacune des armées. Donc séparer ça pour en faire un corps d'armée à part entière, ça me paraît, moi, personnellement, aujourd'hui, quelque chose que je ne ressens pas du tout. En somme, c'est transversal. Voilà, c'est quelque chose, il y en a partout. C'est transversal. Et d'ailleurs, je regarde un peu le Cybercom américain qui a été créé en 2009, et à partir de 2015-2016, qu'on a eu un volume important de personnel. Bon, on avait des relations très étroites avec nos camarades américains. En plus, c'était la période contre Daesh. Mais disons, il y a quand même des commandements cyber dans chacune des armées et à la taille des armées américaines. Donc cette espèce de séparation est très compliquée à faire. Et bon, aujourd'hui, je n'y crois pas. Et la seule raison qu'on aurait d'aller vers une armée cyber, ça serait une mauvaise compréhension par les chefs d'état-major d'armée, une trop grande vision, trop corporatiste, trop verticale de leur part, qui n'est pas à exclure d'ailleurs. Qu'est-ce que vous entendez par guerre cyber? C'est-à-dire, quand vous êtes arrivé, vous en êtes occupé, il y avait peut-être une dimension qui était celle de l'époque, et comment elle a évolué? Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Parce que le cyber évolue à vitesse grand V. La première évolution, c'était de fournir un appui tactique aux opérations militaires. C'est bien pour ça que je parle d'une cyber militaire. Et c'était ce qui a été créé. Pour ça, le niveau d'ambition était très haut. C'était pas de faire de la cyber pour faire du renseignement. C'était pas faire de la cyber pour pénétrer un système adverse et se renseigner. Ça, c'est la première étape. Dès que vous voulez faire de l'informatique, l'attaque informatique, bien sûr, il faut rentrer dans le système que vous attaquez pour le connaître, vous installer dedans, récupérer le maximum de formation, puis après,
bien le comprendre pour savoir où sont les points faibles et comment vous pouvez le neutraliser. Donc le mandat, c'était de faire ça en appui des opérations. Donc arriver à structurer notre organisation pour être capable d'apporter un appui, un petit peu comme un appui feu d'un aéronef, à une opération conduite par la marine, l'armée de terre, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dû rapidement, j'avais demandé des moyens quand même assez importants. Dans mon livre, je cite 1100 personnes et à peu près 100 millions d'euros en à peu près 3 ans entre 2011 et 2014. Ça, c'est facile de créer des postes administrativement, voilà. Mais il fallait qu'on fasse nos preuves. Parce qu'à l'époque, quand même, c'était l'époque de Monsieur le Président Sarkozy, où on laminait les armées, qui perdaient 20% de leurs effectifs tous les ans. On fermait des régiments. Et en même temps, moi, j'avais un sujet où j'étais là en train de dire, non, moi, c'est 1000 personnes qu'il me faut. Bien sûr. Donc, totalement compréhensible qu'il fallait le prouver. Donc, pour ça qu'on a pu faire notre première opération tactique, qui est compliqué, c'était pas de faire un malware qui rentre dans un système pour obtenir un effet. Ce qui était compliqué, c'est de coordonner ça avec une manœuvre tactique. Donc, les 4 derniers convois d'Afghanistan, des derniers convois d'évacuation d'une base avancée qui devait s'appeler Bagram en Afghanistan, il y avait une portion de route, une vingtaine de kilomètres. Et le but, c'était de faire croire à une panne sur les réseaux des radios tactiques des talibans, 2 minutes avant que le convoi rentre dans la zone, et puis le réseau se rétablissait progressivement une fois que le convoi était sorti. Donc on a protégé comme ça les 4 derniers convois qui sont sortis. On sait par des écoutes que ça a désorganisé l'action des talibans. On ne sait pas maintenant s'ils avaient prévu faire une action, une attaque ce jour-là. Mais en tout cas, l'opération au sens intégration à la manœuvre militaire, alors que les gens qui conduisaient ça étaient quand même à 8000 km du théâtre, le tout coordonné sur place, a été un succès qui a permis de très vite, parce que c'était fin 2012, montrer qu'on avait été capable de remplir la mission qui était qu'une simple ligne dans le livre blanc de 2008-2009. Moi, une question. Et quand on est depuis maintenant plus de 2 ans avec une guerre en Ukraine dans laquelle tout le monde sait qu'il y a des actions cyber de tous les côtés, est-ce que ça nous apporte, est-ce qu'on a appris beaucoup est-ce qu'on apprend beaucoup de cette affaire-là? On peut remarquer, intéressant, c'est que il y a eu beaucoup d'opérations cyber avant le déclenchement fort des hostilités, parce que les attaques cyber dans cette zone, quasiment, remontent jusqu'en 2011. Et dès 2011, on a vu apparaître une propagande russe extrêmement importante. Et dans leur stratégie, la manipulation des flux d'informations pour qu'elles transitent plus à travers l'Ukraine, mais qu'elles repassent la Russie ou la Crimée, était déjà dans leur stratégie. Qui permet vous savez que l'arme cyber, par essence, est une arme qui va être extrêmement intéressante en phase de crise, parce qu'elle va vous permettre d'intervenir sur le théâtre, tout en restant en deçà d'un seuil. Et sur le théâtre, vous allez attaquer tout ce qui est la production d'électricité. Donc, pour ça que vous avez des séries d'outils ATP, je ne sais plus les références, ainsi de suite, sur l'attaque de la power grid ukrainienne, avec quelques malwares d'ailleurs qui se sont échappés fin 2017, qui s'appelaient WannaCry et NotPetya, et qui ont touché des grandes entreprises, montrant qu'on pouvait être victime d'une cyberattaque sans être la cible. Voilà, des répercussions assez intéressantes à l'époque, parce que vous avez des usines Renault qui ont dû s'arrêter parce que WannaCry est arrivé, et ça a été un peu un traumatisme pour tous les directeurs des systèmes d'information, parce que ça voulait dire qu'aujourd'hui, les virus pouvaient rentrer chez vous, et si vos systèmes n'étaient pas totalement à jour, vous pouvez tomber, ça provoque l'arrêt d'un certain nombre de systèmes. Qui était un traumatisme, parce que généralement, donc, plus votre réseau est gros, plus le temps de mise à jour de votre système est long. C'était généralement plusieurs mois. Et là, plus question de faire ça plusieurs mois, il faut faire ça en 15 jours ou en une semaine, dès qu'une vulnérabilité importante à avoir. Donc, déjà, première conséquence, une bascule dans tous les DSI des grands groupes sur la cyber, c'est pas qu'un truc théorique du cybercriminel. Après, il y a eu pas mal d'opérations qui ont été coordonnées, on a vu, mais à partir du moment où l'opération a été débutée, l'arme cyber est arrivée en deuxième chose. Pour moi, 2 observations. C'est qu'à partir du moment où on va tirer des missiles, on n'a pas besoin forcément de la subtilité de l'attaque cyber.
Et puis la deuxième chose, coordonner une attaque cyber avec une manœuvre coordonnée sur le théâtre est quelque chose d'assez compliqué. Et on l'a bien vu au début des opérations en Ukraine, les forces russes ne travaillent pas beaucoup en interarmée, difficulté à coordonner l'action au sol, l'action aérienne, donc coordonner une action cyber avec ça, c'est très compliqué. Ouais. C'était une grande part de notre travail, hein, du travail qui a été effectué au début. C'était comment arriver à bien coordonner, à parler le même langage, à se faire comprendre des cellules du centre de conduite des opérations et arriver à avoir des processus de ciblage, d'anticipation stratégique qui se calent avec le tempo des opérations militaires. Alors, on vient de parler défense, attaque, on était surtout en offensif, mais on vient d'évoquer aussi le problème des actions criminelles avec WannaCry ou PETA. Est-ce qu'on voit, alors dans le cadre de la défense ou dans le cadre des opérations de guerre qu'on peut mener, est-ce qu'on voit arriver aussi des groupes criminels? Est-ce que les groupes criminels sont liés, parce que souvent on en parle, est-ce qu'ils sont liés à des États ou est-ce qu'il y a des groupes criminels totalement indépendants et qui font des attaques parce que ça rapporte beaucoup d'argent? Je pense qu'il y a tout le spectre Il y a tout le spectre, possible et inimaginable. Oui. Pourquoi? Parce que l'espace numérique est un espace dual par essence. Et qu'en gros, un malware ou un objet, un virus qui a été utilisé une fois est démonté par des observateurs et devient le bien commun des hackers. Typiquement, c'est un espace qui est marqué par une très grande prolifération. Donc, il n'est absolument pas comparable avec l'espace nucléaire. Et du coup, vous avez des armes qui se baladent partout, qui sont accessibles à tout le monde. Et dans tous les groupuscules, ça commence par les activistes, Anonymous, puis ça va derrière, vous pouvez avoir entre parenthèses, des corsaires, c'est-à-dire des groupes de pirates plus ou moins rattachés ou affiliés à tel et tel service de renseignement. Au milieu, vous aurez des patriotes, et puis après, vous aurez les vrais hackers mafieux. Et à côté, les vrais hackers mafieux, ils sont quand même connus par les services de renseignement, ils habitent à certains endroits. Donc, s'ils veulent vivre une vie tranquille, il faut qu'ils donnent des gages à des services de renseignement. Oui, donc même il n'y a pas une totale indépendance. Voilà. Non. Mais je pense qu'il n'y a pas une totale indépendance. C'est pour ça que le travail des services de renseignement qui suivent dans la durée tous ces groupes de hackers plus ou moins rattachés à des États, en particulier russes, puisque vous avez quand même beaucoup de russophones dans le monde des hackers, et notamment des hackers les plus compliqués. Oui, et il y a une autre raison aussi, c'est que les facultés russes se forment des ingénieurs en mathématiques et en informatique de très haut niveau, et que l'emploi en Russie dans les sociétés de services n'est pas tout à fait du même niveau que l'emploi dans les sociétés numériques. Donc le débouché, aller faire du hacking à partir de la Biélorussie, même d'autres pays d'Europe, c'est quand même un débouché qui est extrêmement rémunérateur. Donc c'est sûr que s'ils doivent donner des gages aux services de renseignement, ce qui est compliqué, après, c'est de savoir le niveau exactement de rattachement. Mais il y a une... Voilà. Mais l'arme informatique est intéressante parce qu'elle permet d'agir de façon grise. Même si... Donc, vous pouvez manipuler des groupes de partisans, leur donner des consignes. Alors justement, la cyberdéfense française, alors pour les armées classiques, on parle d'interopérabilité avec des armées alliées. Est-ce que cette dimension-là est rentrée dans la cyberdéfense française? Ou est-ce que, comme vous disiez, c'est quand même un peu secret, c'est un précaré? Oui, ça reste quand même une capacité à très forte valeur ajoutée. Je parle de l'offensif. Il y a quelques capacités dans les armées, les forces spéciales, les porte-avions, les sous-marins nucléaires, le transport à grande distance. C'est une capacité à très forte valeur ajoutée que peu de grandes nations ne disposent. Quand je dis ça, je parle d'une capacité cyber-offensive parfaitement coordonnée avec la conduite des opérations et parfaitement intégrée. Ce qui n'empêche pas que les nations peuvent avoir des groupes de hackers, mais pas de capacité à faire de la pénétration dans un système de combat adverse ou ainsi de suite. Par contre, attaquer à partir d'une école, c'est à la portée de beaucoup de gens. Par contre, l'avoir totalement intégré dans les opérations militaires, donc ça reste la panacée d'un nombre assez fermé d'États. Bon, bien sûr, nos camarades américains avec le Cybercom, les camarades britanniques, mais je pense que le modèle français
est probablement le modèle le plus achevé dans son intégration dans les opérations militaires. Et le fait que le ComCyber est totalement intégré au centre de préparation et de conduite des opérations, au même titre que le COS, au même titre que la direction du renseignement militaire, et à une cellule de crise activée en permanence. Donc il n'y a pas aujourd'hui une opération militaire française sans que le volet cyber ne soit pas qui est bien. évolué. Puis après, il y a une affaire de taille. Je pense qu'on est toujours une armée d'emploi. Pour une capacité comme la cyber, c'est extrêmement challengeant et ça tire. Là, tout à l'heure, on parlait des techniques, les techniques évoluent. La cyber, c'est quand même innovation technique et innovation tactique. Ouais. C'est un peu la rencontre des deux. Une arme cyber sur étagère, ça n'existe pas. Quand vous voulez faire une attaque, il faut concevoir un vecteur. C'est pas comme un missile de croisière qui attend. Il faut concevoir un vecteur. Et ensuite, à l'intérieur du système, il faut concevoir un malware qui soit capable d'obtenir l'effet que vous avez envie d'obtenir. Et quand vous regardez Stuxnet, l'exemple américain des attaques contre le sanctuaire nucléaire iranien, il a fallu porter un virus à travers des réseaux qui ne sont absolument pas connectés, quand même dans le sanctuaire de l'Iran. Pays pas forcément très facile à... C'est pas évident. Puis le faire rentrer sur le bon réseau au bon endroit, faire en sorte que malware fausse les indicateurs de fonctionnement des centrifugeuses, que les opérateurs voient que ces centrifuges fonctionnaient bien, alors qu'elles étaient en train de diverger. Voilà, donc ce qui est intéressant, cette opération qui est décrite dans les livres, c'est que l'opération globalement a dû coûter d'entre 200 et 300 millions de dollars, le malware de l'ordre de 2 millions d'euros. Voilà, ça donne un peu la complexité d'une opération stratégique, répondant à un objectif stratégique d'un gouvernement, évitant les effets collatéraux et ainsi de suite. Une clé USB, non? C'était... pour en mettre le il doit y avoir beaucoup de subtilités. Qui ont pu être imaginées, on ne sait pas très, on sait pas sur le détail. Oui, après, mais par contre, dans les coalitions, on peut partager de l'information sur le côté défensif. Il n'y a pas de souci particulier. Il n'y a pas de coopération très accrue en défensif. Pourquoi? Parce que vous défendez un réseau qui vous appartient. Bon, typiquement, vous prenez le réseau du porte-avions Charles de Gaulle, c'est la marine française qui va le défendre. Il est hors de question d'autoriser à la marine américaine ou à la marine anglaise de venir mettre des sondes, ou des moyens, ou de venir intervenir sur mon réseau. Voilà, donc la coopération tactique s'arrête assez vite. Par contre, information, menaces, processus d'intégration, éventuellement petit renfort, si on n'a pas les activités techniques, oui. Mais on n'est pas dans une intégration tactique comme on mélange des fantassins français et des fantassins estoniens dans une même unité. Ça s'arrête à un niveau au-dessus. Sur l'offensif, il y a des travaux au sein de l'OTAN, il y a des travaux qu'on a menés. On peut partager une cible et partager l'effet qu'on va pour se répartir des cibles sur des modalités d'action hors de question. Et puis tu as évolué, maintenant tu es le patron du pôle excellence. Cyber, excellence cyber. Les entreprises, où on en est avec les entreprises, et je pense surtout aux petites et moyennes entreprises, où on en est aujourd'hui? Je pense que l'État a bien réagi sur la création de l'ANSSI, qui a mis en place, donc qui a traité les organismes d'intérêt vitaux, qui a bien traité toutes les grandes entreprises. Je pense qu'aujourd'hui, le niveau de maturité des grandes entreprises du CAC 40, et j'en connais quand même pas mal, j'ai pas mal de responsables, est un niveau de maturité important. Et je pense que l'un des problématiques de ces sociétés, c'est plutôt dans le choix de leurs partenaires, typiquement le cloud, qui est nos partenaires, vers qui on travaille, et peut-être dans leur absence de choix de préférence nationale, ou leur absence de choix de choisir des prestataires de services nationaux face à des prestataires de services américains. La souveraineté numérique ou la souveraineté cyber, pas forcément très facile. On a, je ne sais pas combien de millions de TPE, PME en France. Clair, voilà, il y a toute une affaire, une organisation, et ça ne peut pas être seulement l'ANSSI. Donc il y a besoin de relais, à travers les organismes professionnels, à travers les régions, et tout le fait que voir aujourd'hui que la dynamique du campus cyber, même si on peut regretter qu'elle ne soit pas assez rapide, où on voit les régions qui s'emparent du sujet cyber en mettant des campus à tous les différents endroits, ça va drainer les TPE, les PME, mais ça va pas assez vite. C'est très très clair. Ça va pas assez vite.
Et la vraie question dans le domaine de la cyber, c'est quel est mon niveau de préparation face à une attaque. C'est pas savoir si je suis bon, c'est comment je me situe par rapport à un attaquant. Et la cyber, c'est pas une panne. Donc les gens qui vous parlent de gestion de crise, ils traitent une attaque comme une panne. Non, ils n'ont rien compris. La cyber, c'est quelqu'un qui est rentré chez vous, quelqu'un qui vous veut du mal, quelqu'un qui en veut à votre argent et qui n'a pas envie de se laisser sortir de chez vous. Donc soit vous avez les attaques un peu bas de gamme, cybercriminalité de bas de gamme, et là, par quelques moyens, vous allez arriver à vous en sortir. Soit vous donnez vraiment une vraie attaque ciblée contre vous, et le type, il est chez vous et il ne va pas se laisser sortir. Donc vous avez besoin de faire appel à des spécialistes de remédiation qu'on trouve, qui sont en nombre relativement, pas limité, mais qui sont des prestations assez chères. Et que le conseil que moi je peux donner à toutes les TPE, c'est plutôt renforcer son niveau de vigilance pour faire en sorte que rentrer chez vous devienne un peu plus compliqué. Donc les hackers iront chez le voisin. Parce que le coût d'une cyberattaque un peu réussie, ça peut être, ça tue la société. J'ai un exemple, quelqu'un qui a communiqué, c'était Lou Charmel, qui a communiqué, qui a eu une grosse attaque de pirates russes, une société qui faisait de l'ordre de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'attaque a coûté 40 millions d'euros. Il a été sauvé par la BPI. Voilà, sinon, la société aurait disparu. Et il y a pas mal de comptes rendus qui disent qu'un certain nombre de TPE qui ont été attaqués, 6 mois après, mettent la clé sous la porte. Comment se fait-il qu'il y ait encore, par exemple, qu'on ait tant de mal à faire comprendre aux entreprises, je parle des entreprises, mais comment on a tant de mal à leur faire comprendre qu'ils ont intérêt quand même à utiliser des outils qui leur assurent quand même un minimum de protection, parce que un certain nombre d'outils vendus par des sociétés étrangères aujourd'hui posent des problèmes de sécurité quand même. Oui, tout à fait. Entre guillemets. En fait, il y a besoin de davantage de prise de conscience, de niveau de maturité, de compréhension du numérique globalement. La première chose, c'est assurer sa propre cybersécurité. Et ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de PME, de TPE, tant qu'ils ne sont pas attaqués, je risque rien, c'est pas moi. Puis il y a une vision court terme. J'ai vu beaucoup de patrons de PME avec une vision très très court-termiste, disant de toute façon après, au bout de 6 mois, on verra. Et pas de compréhension fine. Et je pense que dans les PME, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas compris le numérique. C'était deux noms, mais un gros transporteur qui croyait encore pouvoir revenir traiter toutes ces affaires au fax. On comprend qu'on a compris que tous ces camions étaient déjà tellement connectés que c'était et que voilà, ça marchait plus. Donc il y a un besoin de davantage de prise de conscience. Il y a aussi peut-être un besoin de la part des experts RSSI d'avoir un langage plus clair, compréhensible. Ça, c'est le premier niveau de maturité. Le second niveau, c'est la maturité vis-à-vis de l'espace numérique, la maturité vis-à-vis de la transformation numérique, et savoir et comprendre que dans le numérique, quand on choisit quelqu'un à qui on confie ses données, à qui on confie l'architecture de son système d'information, on vient de choisir un partenaire pour les 15 prochaines années. Si ce cas partenaire, effectivement, n'a pas de communauté de destin forcément avec vous, voilà, c'est dans l'intelligence économique, c'est bien, j'aime bien la notion de partenaire concurrent. Si on n'a pas compris que ce qui fait la valeur du numérique, c'est les données. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des tas d'endroits, il y a des tas d'applications, de choses qui sont gratuites. Elles sont pas gratuites. Bon, si c'est gratuit, c'est que c'est vous qui êtes le produit. Exactement, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il n'y a pas des philanthropes, surtout chez nos amis américains ou chez nos amis chinois. Donc, ça veut dire qu'il y a une volée quelque part. Donc, quand vous êtes en entreprise, quand vous choisissez un partenaire qui n'est pas sous le cadre juridique européen ou ainsi de suite, vous prenez un risque. Il faut le connaître, il faut le savoir. Et donc, ce choix de partenaire ne doit plus être un choix de directeur des systèmes d'information. C'est un choix qui engage le COMEX, la stratégie de l'entreprise. Et on sait très bien, je vais l'apprendre, que toutes les lois américaines depuis 2001, les Twin Towers, ont un compartiment d'extraterritorialité. Que ce soit les lois anti-concurrence, que ce soit les lois anti-corruption.
et qui permettent à l'autorité judiciaire ou administrative américaine de se saisir d'un sujet, même si ça se passe en Malaisie, dans un contrat fait passer entre une entreprise française et une entreprise malaisienne, le contrat étant fait en dollars ou utilisant des mails qui appartiennent à Gmail, la justice américaine se prétend porter plainte. Voilà, et avec derrière toute la machine extraordinaire de l'américaine qui démarre, les services de renseignement, et puis tous les employés américains qui doivent rendre des comptes au FBI ou ainsi de suite. Vous parliez des entreprises françaises, mais qu'en est-il de l'administration? On a entendu beaucoup d'hôpitaux attaqués, des administrations, ou voire même des chaînes de télévision appartenant au service public. Est-ce que l'État français a un service qui aide, qui accompagne et qui prévoit, qui prévient? L'État français a surtout l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui est intervenue, je pense, sur l'ensemble de ces affaires. Mais pas en amont. En amont, c'est la responsabilité de chaque directeur d'organisme. Et je pense qu'aujourd'hui, un directeur d'organisme ou un patron de société qui ne prend pas un minimum de mesures de précaution, pour moi, au sens pénal, c'est de la négligence. Et c'est très clair. Vers 2014-2015, j'avais failli demander à la DAJ ministère de porter plainte pour négligence contre un de nos industriels fournisseurs. Et la plainte était recevable. On l'a pas fait parce que ça aurait été un peu trop. Mais oui, c'est recevable. Moi, je suis scandalisé par une affaire qui est l'affaire des pertes des données de santé des organismes, des mutuelles. C'est énorme. C'est énorme. Puis d'abord, il y a un silence assourdissant autour de cette affaire. On n'a pas vu le président de ces sociétés venir expliquer, venir s'excuser. Vous prenez TV5 Monde il y a quelques années, le président est venu parler. Vous prenez Saint-Gobain ou Anacral, le président est venu parler, est venu expliquer. Là, vous avez deux... rien, alors que c'est un scandale. Et vous êtes d'autant plus dans un domaine de la santé, qui est un domaine régulé depuis 2013. Et les données de santé, on sait très bien que c'est les données quasiment les plus sensibles. D'accord, tous les débats autour du Health Data Hub et le fait de confier nos données de santé à Microsoft. Là, moi, et pour moi, c'est du pénal. Il faut arrêter. On est le pays le plus structuré pour ces données. Effectivement, elles sont tout de suite utilisables. Oui, c'est pour ça que c'est des données qui valent particulièrement cher et qui intéressent particulièrement un certain nombre de compétiteurs économiques. Beaucoup plus que les données de santé des citoyens américains qui sont complètement éclatées. Ces données de santé, elles sont directement exploitables et ça intéresse beaucoup les pharmaceutiques. Et ça vaut très cher. Oui, voilà, c'est pour ça. Ça vaut très cher. C'est pour ça que c'est une vraie richesse. La donnée, c'est une vraie richesse. Oui. La donnée, après, pour pouvoir l'exploiter, il faut la trier, il faut la mettre en qualité, l'exposer, et ensuite vous passez des outils. Donc, dès que vous avez déjà des données qui sont mises en qualité, c'est du pain béni pour les partenaires concurrents. C'est là où les Chinois sont très forts, puisqu'ils n'ont pas la RGPD et qui peuvent aspirer un certain nombre de données de leur population, et ce qui fait que ça va devenir le pétrole du XXIe siècle. Un État comme la Chine qui peut gérer ce genre de données, c'est exceptionnel. Oui. Ils ont 20 ans, 30 ans d'avance sur nous. Le numérique, c'est la richesse, c'est la donnée. La donnée, vous la faites parler. En plus, après, par l'intelligence artificielle et des tas d'autres, c'était le big data, aujourd'hui l'intelligence artificielle, vous allez avoir le quantique. On peut peut-être en dire un mot, c'est effectivement cette évolution avec l'intelligence artificielle et le quantique qui multiplie aussi les capacités du cyber, les potentialités du cyber. Mais le quantique va être une révolution. On parle beaucoup du quantique dans la crypto. Le chiffrement va être une révolution des capacités de traitement. Parce que vous allez pouvoir travailler sur des volumes de données énormes. Vous avez aussi tous les gens qui sont capables d'avoir des intercepteurs, des capteurs qui sont capables de traiter des tétras de données, alors qu'aujourd'hui vous êtes à un niveau bien en dessous. Voilà, toute cette préparation à un changement avec des données extrêmement massives, plus toutes les données qui sont stockées déjà. C'est encore une autre révolution qui est devant nous. Pareil, vous en avez encore une autre. On parle beaucoup de la 5G. Et la 5G, c'est un réseau intelligent. Donc, veut dire qu'au lieu d'avoir votre réseau qui est centralisé avec toutes les informations qui remontent à l'information de gestion, l'intelligence est dans chacun des nœuds du réseau. Donc là aussi, ça va encore plus éclater. Donc, ça, plus le quantique, plus le traitement des données de proximité, on a un certain nombre de révolutions devant nous. D'où le choix problématique de Huawei
sur la 5G pour certains pays. Oui, c'est des choix de dépendance, de fournisseurs. Quel est notre partenaire? Alors, l'intelligence artificielle, c'est bien, mais il faut savoir avec quel jeu de données vous éduquez votre intelligence artificielle, puisqu'elle apprend. Donc, si on l'éduque avec un mauvais jeu de données ou avec des jeux de données qui sont biaisés, l'intelligence artificielle sera biaisée dans ses appréciations. Donc, je pense qu'on a tout devant nous plus de défis que de solutions. Je vais rebondir pour clore cette émission sur cette phrase que je trouve très intéressante. Ce mot, c'est anti-vie. On n'a plus de défis à régler qu'autre chose. Aujourd'hui, on est encore en plein dans les défis. Oui. On maîtrise le problème, mais il évolue tellement vite qu'on a des défis auxquels on doit répondre pour le futur. Et puis, il y en a un qui peut être l'objet d'une prochaine émission, c'est le défi de la désinformation. Avec la désinformation qui devient aujourd'hui une vraie menace pour les démocraties. Vous avez quasiment toute l'information du numérique qui vous est déversée, en plus avec l'IA générative qui arrive. Vous n'avez plus moyen immédiatement devant vous de vérifier que ce truc-là est vrai. Oui. Donc il faut l'analyser, il faut du temps. Mais l'effet aura déjà été produit. Et comme vous avez des règles d'ingérence, des règles qui ne sont pas appliquées de la même façon entre les autocraties, particulièrement la Russie, tout à fait. Pas avoir des ingérences à l'intérieur de ce qui se passe dans la démocratie, voire mettre de l'huile sur le feu dès qu'un événement arrive, avec une envie de déstabiliser, de faire perdre la confiance. Faire perdre la confiance, déstabiliser, faire courir des faux bruits. Voilà, c'est quasiment l'art de la guerre de Sun Tzu. Gagner la guerre avant de combattre. Exactement. En ayant faussé l'information. Et aujourd'hui, on voit que c'est quasiment le principal défi, à mon sens, pour les démocraties. Et quand on voit aux États-Unis le mouvement QAnon, qui est quand même une idéologie complètement farfelue, qui arrive à pénétrer les républicains et à mettre quelques milliers de personnes dans la rue au moment du Capitole, c'est quand même un peu effrayant. Je crois qu'on a couvert beaucoup de choses, en définitive, avec un acteur qui a vécu toute cette évolution. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est pas fini, comme on vient de le voir maintenant. Tout est fluide et ça bouge. Et ça, c'est formidable parce que ça nous donnera l'occasion de faire d'autres émissions sur ce thème, sans nul doute, dans le futur. Et en particulier sur un point qu'on vient d'évoquer, qui est celui de la désinformation, où, comme ça a été dit par Arnaud, ça devient véritablement problématique dans certains domaines. Il va falloir apprendre à le gérer parce que beaucoup de gens n'ont pas encore compris ce qui se passe. Et pourtant, on est en train de rentrer dans cette évolution de la communication qui aura des conséquences pour tout le monde. Merci Arnaud d'être venu et d'avoir partagé avec nous cette émission. N'oubliez pas le livre de notre ami Arnaud Coutillère qui a été mis en impression que vous voyez. Vous pourrez vous perfectionner, approfondir vos connaissances sur ce domaine qui est majeur pour notre civilisation moderne. Encore une émission passionnante, très intéressante, avec un expert en la matière. Et je vous dis rendez-vous vendredi prochain pour une prochaine émission. Merci.